Qu'est-ce qui fait qu'on est nous? La réponse se trouve dans une molécule absolument extraordinaire, l'ADN. Allez, on plonge ensemble au cœur de cette structure qui détient le code secret de toute forme de vie. C'est la grande question, non? Comment un organisme, que ce soit une petite bactérie, une plante ou un être humain, sait comment il doit se développer, fonctionner et même se reproduire? Eh bien la réponse, la voici. Tout réside dans cette structure à la fois simple et incroyablement élégante, la fameuse double hélice d'ADN. C'est le plan d'architecte, le code source de tout être vivant sur Terre. Mais attention, cette structure magnifique, on ne l'a pas découverte comme ça du jour au lendemain, c'était un vrai casse-tête scientifique. Alors, remontons un peu le temps pour voir comment ce plan secret a finalement été percé à jour. Imaginez un peu, on est au début du XXe siècle. Les scientifiques savent que les traits se transmettent de parents à enfants, mais le mécanisme, c'est un grand point d'interrogation. Quelle substance physique transporte ces fameuses instructions? Des protéines? Des graisses? Personne n'en avait la moindre idée. Et puis, en 1928, un certain Frédéric Griffiths mène une expérience qui va tout changer. Bon, les 3 premières étapes, elles sont logiques. Une souche de bactéries inoffensive ne tue pas les souris. Une souche mortelle, si. Et cette même souche mortelle, une fois qu'on la chauffe pour la tuer, redevient inoffensive. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est la 4e étape qui est folle. En mélangeant la bactérie inoffensive vivante avec les débris de la bactérie mortelle chauffée, les souris meurent. Mais comment c'est possible? Griffiths en a tiré une conclusion géniale. Quelque chose, une substance qu'il a appelée le principe transformant, a dû passer des bactéries mortes aux bactéries vivantes et les a transformées, les rendant mortelles. En gros, une information génétique avait été transmise. Le mystère était donc encore plus grand. On savait maintenant qu'un support physique existait, que ce principe transformant était bien réel, mais sa nature, sa forme, ça restait une énigme totale. La chasse pour trouver cette molécule était officiellement ouverte. Et cette quête, eh bien, elle nous amène à la 2e partie de notre histoire, la course effrénée entre scientifiques pour enfin déchiffrer la structure même de la molécule de la vie. Et le moment décisif, le voilà, il est arrivé grâce à cette image. Ce qu'on voit à gauche, c'est la photographie 51, un cliché obtenu par Rosalind Franklin. Cette image, c'était l'indice crucial. Ce motif en croix ne pouvait signifier qu'une chose, une structure en forme d'hélice. Pour les chercheurs Watson et Crick, ça a été l'illumination, le Eureka qui les a menés tout droit à la solution, le modèle de la double hélice qu'on voit juste à côté. Donc voilà, officiellement, l'ADN est une double hélice. Pour se la représenter facilement, il faut juste imaginer une échelle de bibliothèque et qu'on l'aurait tordue sur elle-même. C'est une structure qui est simple dans son principe, mais qui peut contenir une quantité d'informations absolument phénoménale. Alors, de quoi elle est faite cette fameuse échelle? Les 2 grands montants, les côtés, sont formés d'une chaîne de sucre et de phosphate. C'est le squelette de la molécule. Et les barreaux, qui relient ces 2 montants, eh bien ce sont eux, les véritables porteurs de l'information, les bases azotées. Il n'y en a que 4. Mais le plus important, c'est que ces bases ne s'assemblent pas n'importe comment. Non, elles suivent une règle super stricte, une règle d'or. L'adénine va toujours avec la thymine et la cytosine va toujours avec la guanine. A avec T, C avec G. C'est cette règle qui assure la stabilité de l'ADN et qui lui permet de se copier à la perfection. Ok, maintenant qu'on a la structure, on sait à quoi ça ressemble, voyons voir comment ça fonctionne. On passe de l'alphabet à la lecture du livre lui-même. Le point absolument crucial à comprendre, c'est que l'information, elle n'est pas dans les lettres elles-mêmes, mais dans l'ordre dans lequel elles sont arrangées. La séquence, par exemple A, T, T, C, G, C, ça forme un véritable langage, un mot. C'est cet enchaînement précis qui contient les instructions pour construire et faire fonctionner un organisme. Et chaque séquence, c'est comme une phrase qui a un sens bien précis. Prenez le gène de la bêta-globine. Sa séquence donne l'ordre de fabriquer de l'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène. Une autre séquence, celle du gène de la tyrosinase, donne l'instruction de fabriquer l'enzyme qui colore la peau. Des instructions totalement différentes pour des rôles radicalement différents. Et donc, un segment précis d'ADN, cette phrase qui contient la recette pour fabriquer une protéine bien spécifique, eh bien c'est ça qu'on appelle un gène. C'est une unité d'information, tout simplement. Mais alors, que se passe-t-il si une lettre change dans la séquence, si on fait une faute de frappe? C'est ce qu'on appelle une mutation. Et cette simple petite erreur peut parfois changer complètement le sens de l'instruction et donc la fonction de la protéine, avec des conséquences parfois très importantes. Et ça nous amène à une question qui est un vrai paradoxe, mais qui est absolument fascinante. Toutes les cellules dans notre corps, sans exception, possèdent exactement le même code génétique. Alors comment est-ce possible qu'elles aient des rôles aussi différents? C'est vraiment le cœur du paradoxe.
Une cellule de peau et un neurone ont exactement le même ADN, le même plan de construction. Alors pourquoi l'une forme une barrière qui nous protège et l'autre transmet des signaux électriques complexes dans notre cerveau? La réponse tient en 2 mots. L'expression des gènes. Même si chaque cellule possède l'intégralité du code, elle ne va en lire, en exprimer qu'une toute petite partie. Chaque type de cellule va activer uniquement les gènes qui lui sont utiles pour son travail et laisser tous les autres en sommeil. Pour que ce soit plus clair, on va prendre une analogie. Imaginez que l'ADN, dans son ensemble, ce qu'on appelle le génome, c'est un immense livre de cuisine qui contient des milliers et des milliers de recettes. Dans cette analogie, chaque gène, c'est une recette pour fabriquer une protéine. Une cellule de peau, par exemple, c'est comme un boulanger, elle a le livre de cuisine complet, mais elle n'ouvre que les pages qui concernent le pain et les viennoiseries. Un neurone, lui, ce serait plutôt un grand chef saucier. Il a le même livre, mais il ne consulte que le chapitre sur les sauces. Chaque cellule a accès à tout, mais ne lit que ce qui l'intéresse. Et l'importance de ce processus est absolument cruciale. Prenez l'exemple de la mucoviscidose. Elle est causée par une mutation dans un seul gène, le gène CFTR. C'est une recette défectueuse. Les symptômes de la maladie, ils n'apparaissent que dans les organes, comme les poumons, qui ont besoin de lire cette recette spécifique pour fonctionner. Là où le gène n'est pas exprimé, il n'y a pas d'impact direct. De la découverte d'un vague principe transformant à la compréhension fine de l'expression des gènes, ce voyage au cœur de l'ADN nous montre à quel point cette molécule est fondamentale. Elle est l'histoire de notre passé et le plan de notre présent. La grande question qui se pose maintenant, c'est de savoir ce que l'avenir nous réserve alors qu'on acquiert le pouvoir non seulement de lire ce grand livre, mais peut-être aussi de commencer à en réécrire certaines pages.